Ralph Muller, bonsoir. Bonsoir, Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce grand entretien sur Livre Noir. merci à vous pour l'invitation. Alors, on vous connaît sur YouTube car vous avez deux chaînes YouTube, Ralph Lacartouche et Ralph Muller. Vous donnez votre avis sur des sujets de société et aussi sur des sujets littéraires et de culture. Vous êtes aussi ex-doctorant en littérature. Vous avez décidé de quitter l'université, de démissionner il y a un an pour lancer votre propre formation qui est destinée à apprendre aux gens à s'initier à la lecture. Nous en reparlerons bien évidemment. Mais conformément à la tradition de l'entretien Livre Noir, nous avons choisi pour vous une citation. Alors, c'est une citation de Louis Aragon. « Tout de même, la littérature est une affaire sérieuse. Pour un pays, elle est, au bout du compte, son visage. Et de temps en temps, il faut bien en faire le point. » Qu'est-ce que cette citation vous évoque ? Il faut bien faire le point, c'était ça à la fin. Oui. Je suis assez d'accord avec cette citation. On dit que la littérature, c'est le visage, en tout cas un des visages de la culture d'un pays. Et je pense qu'effectivement, parmi toutes les voies d'expression possibles de ce qu'on entend par la culture d'un pays, je pense que tout ce qui a trait à l'usage du langage, et en fait la langue en tant que telle, est peut-être le trait culturel le plus saillant et le plus important, ce à quoi on associe le plus immédiatement un pays. Je pense que quand on pense à des pays comme à d'autres pays, tout simplement, quand on pense à l'Italie, quand on pense à l'Espagne, très souvent, ce qui nous vient en premier à l'esprit est la manière dont intuitivement on s'imagine ce que c'est que d'être justement italien ou espagnol ou que sais-je, ça passe souvent justement par la langue. C'est une autre langue. Un autre pays, c'est à mon avis d'abord et avant tout, effectivement, généralement, une autre langue. Évidemment, il y a des pays qui parlent la même langue. Et à cet égard, la littérature, on pourrait dire que parmi toutes les pratiques langagières qui existent, c'est d'une certaine manière la plus précieuse, la plus noble, parce que c'est celle qui fait vraiment l'objet d'un travail particulier, d'un travail singulier, et qui a notamment pour fonction, notamment, c'est d'autant plus le cas, je pense, depuis le 19e siècle, et depuis ce que Mallarmé appelait l'universel reportage. Il regrettait justement que la pratique langagière courante, et notamment celle qui s'exprimait dans les journaux, était une pratique où la langue n'était plus qu'un outil, une monnaie d'échange. Et à partir de là, il y a cette idée partagée par de nombreux auteurs que la littérature, c'est notamment un moyen justement de réapprendre à motiver le langage, comme disait Mallarmé, c'est-à-dire à réessentialiser la langue, à nous faire aimer à nouveau la langue dans ce qu'elle peut avoir de plus singulier, de plus créatif. Et la langue littéraire, c'est notamment, quand elle est bien faite en tout cas, c'est notamment celle qui permet de dire l'indicible. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à exprimer, beaucoup de choses. En fait, la littérature, c'est pas tant son objet qui est exceptionnel, c'est plutôt la manière dont elle en parle, justement. Je pense qu'il y a beaucoup de grands textes, et La Recherche du temps perdu, c'est un exemple par excellence de ça, qui en tant que tel ne raconte rien que de banal. L'objet de ces textes, l'objet de la littérature, c'est souvent la banalité. Mais ce qui est intéressant et ce qui fait la valeur de la littérature, c'est la manière dont justement par le langage, et par un usage spécifique, singulier du langage, cette banalité est hissée à une forme de dignité qui vient de la manière dont elle se laisse saisir, dont elle se laisse comprendre. Et je crois que le rôle de la littérature, c'est entre autres justement de donner à voir et à comprendre ce que l'on vit tous, mais sans être forcément capable de mettre des mots là-dessus. Tout ça pour dire que je suis d'accord avec Aragon. Alors, Juste une précision, pardon. Ma première chaîne, c'est La Cartouche. C'est pas Ralph, c'est juste La Cartouche. Très bien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous avez décidé de démissionner de l'université. Vous étiez doctorant en lettres. C'est un choix audacieux. Et en fait, vous avez choisi de créer une formation pour les gens qui souhaitent s'initier à la lecture. Pourquoi vous avez fait ce choix et en quoi va consister exactement cette formation ? Alors, l'histoire de ce choix est un petit peu longue. J'ai essayé de pas trop m'étendre. Mais pour raconter quand même un tout petit peu cette histoire sans laquelle le choix n'a pas vraiment de sens. Depuis que j'étais étudiant, donc quand j'étais étudiant, il y a maintenant bientôt une dizaine d'années, j'ai très vite eu à la fois le sentiment d'être au bon endroit. J'appréciais beaucoup mes études, j'appréciais beaucoup mes professeurs. J'ai vraiment eu une espèce d'illumination en entrant en lettres, en commençant vraiment à devenir un lecteur, etc.
Mais parallèlement à ça, j'avais un sentiment qui croissait au fil des ans, un sentiment de frustration qui venait de ce que toute cette valeur que je percevais pour moi et pour nous qui étions engagés dans ces études semblait ne jamais pouvoir sortir des murs de nos facultés. Et j'avais le sentiment que tout le monde trouvait ça normal. Et donc, je me rendais bien compte qu'on lisait des livres, des ouvrages savants, des ouvrages critiques sur telle œuvre, sur tel auteur, des articles plus savants encore sur des sites plus obscurs encore. Et alors nous, évidemment, on les connaît, ça fait partie de notre pratique et de nos habitudes, ça va très bien. Mais je me demandais constamment, mais à quel moment est-ce que le citoyen lambda qui n'est pas inscrit en littérature, qui n'a peut-être pas fait d'études, mais qui a pourtant peut-être un intérêt pour la littérature et pour ce qu'on fait. J'étais convaincu que ce qu'on faisait avait, dans de nombreux cas, une valeur, à mon avis, potentiellement en tout cas énorme, aurait pu avoir une valeur énorme, y compris pour des questions très pratiques, pragmatiques, pour des questions qui sont agitées par le débat public, par exemple. Je pense que la valeur d'un regard lettré, humaniste, est tout à fait importante, enfin en tout cas le serait si tant est qu'on arrivait justement à s'exporter. Et donc j'ai commencé à nourrir ce sentiment de frustration et à me demander comment est-ce que je pourrais faire pour faire sortir justement tout ça de l'enceinte de nos facultés. Et alors ça m'a pris du temps, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que j'étais étudiant, j'étais aussi très occupé par mes études et j'avais pas forcément le temps de faire autre chose. Et quand j'ai commencé ma thèse, donc j'ai été engagé comme assistant doctorant, donc je donnais aussi des séminaires, c'était en 2019. Il y a eu le Covid, qui a été du coup une période un peu bizarre, parce que du coup on n'allait plus au bureau. Moi je venais d'arriver, et puis en même temps je viens d'arriver, et puis tout de suite je me retrouve déconnecté finalement de la structure à laquelle j'appartenais. Et puis là je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai eu un peu une sorte de révélation, si vous voulez, où je me suis dit il faut faire une chaîne YouTube. Et puis alors j'en parle dans la dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne, sur La Cartouche. Ça tient aussi justement au fait que dans ces conditions où on ne se voyait pas, ou en tout cas on se voyait beaucoup moins, je me suis senti un peu désinhibé parce que je me suis dit je peux prendre le risque de faire quelque chose sur Internet. Au pire des cas, si c'est un bide, ça peut passer inaperçu. En tout cas, je ne dois pas croiser tout le monde, quoi. Et ça a commencé comme ça, et du coup j'ai lancé cette chaîne. J'ai fait une première vidéo sur le Covid, sur la réaction populaire au Covid. Et puis ensuite, la deuxième vidéo qui a vraiment lancé ma chaîne, qui s'appelle Le Drame du Rap, qui est une analyse, une critique du rap, et notamment d'un aspect particulier du rap, qui est l'énonciation dans le rap. Et puis voilà, après, tout s'est un peu enchaîné, j'ai continué à faire des vidéos, ma chaîne s'est développée, et là, je me suis juste rendu compte que j'avais justement trouvé ce que je cherchais, sans trop savoir qu'est-ce que je cherchais, là, j'avais trouvé, parce que je voyais bien déjà que en utilisant des outils, des techniques qu'on applique nous en littérature ou en philosophie, en appliquant ça justement à des questions culturelles et sociales, contemporaines et communes qui intéressent potentiellement tout le monde, on pouvait susciter un intérêt, et un grand intérêt, y compris de la part de personnes qui n'ont, en tant que telles, absolument rien à voir avec cet univers. Donc je voyais bien que c'était tout à fait possible. Et tout simplement, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à faire ça. Je me suis rendu compte que même la vidéo, c'est quelque chose que j'aimais bien. M'exprimer à l'oral, c'est quelque chose que j'aimais bien. Et voilà. Et en fait, j'ai simplement trouvé une pratique qui donnait sens d'un coup en fait aux études que j'avais faites et au travail que je faisais. Et à partir de là, il y a une concurrence qui s'est créée entre la thèse et la chaîne. J'ai essayé de tenir les deux en même temps aussi longtemps que possible, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça allait plus et qu'il fallait que je fasse vraiment un choix. Et j'ai fait le choix de me consacrer à ce qui me motivait et me stimulait le plus, quoi. Ouais. Et la lecture, finalement, c'est quelque chose de très accessible. Tout le monde peut y accéder. Pourquoi c'est important, selon vous, d'apprendre aux gens à lire, à bien lire? Qu'est-ce que ça peut apporter? Ça peut apporter tellement de choses. C'est vraiment... moi, je le dis sans exagération aucune, c'est pas pour la formule. La lecture, elle a vraiment changé ma vie. Littéralement. Alors, à partir du moment où j'ai commencé à lire et à partir du moment où j'ai commencé mes études de lettres, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en moi de l'ordre du bouleversement, quoi. J'ai adopté petit à petit un nouveau regard, je pense, sur le monde, sur moi-même, sur les autres, sur tout.
Parce que comme je le disais tout à l'heure en réagissant à la citation d'Aragon, la littérature, c'est un dévoilement. La littérature, c'est un dévoilement, et chaque texte vous ouvre les yeux sur telle partie de l'existence, encore une fois tout à fait commune, mais sur laquelle on a l'habitude d'avoir justement un regard commun. Et la littérature, c'est justement l'adoption progressive d'un regard spécial sur des choses communes. Et ce qui se passe tout simplement quand on lit, c'est une ouverture de son propre esprit, c'est quelque chose comme une forme d'illumination. On se rend justement compte de beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses, on s'affine énormément. Parce que souvent, la littérature, ce dont elle rend compte, c'est justement des complexités sous-jacentes à des événements ou à des états de fait qu'on a l'habitude d'envisager dans leur première évidence. Et souvent, la première évidence des choses est par essence simple. Or, la littérature montre que très souvent, eh bien, il n'y a rien de simple dans la vie. Et donc, vous apprenez justement à saisir, à comprendre l'entrelac de tout ce qui fait le soubassement des actions, le soubassement des émotions, le soubassement des relations avec les autres, avec soi-même, etc., etc. Et ça vous rend tout simplement... Enfin, vous devenez en fait à l'image des livres que vous lisez. Et donc, quand vous lisez des œuvres qui sont des œuvres complexes, qui sont des œuvres qui portent un regard complexe, un regard sensible sur la vie humaine et sur l'être humain, eh bien, vous devenez vous-même, en tant qu'être humain, plus sensible, plus complexe, plus nuancé. Je ne peux pas ne pas évoquer ici l'impact que la lecture a sur votre rapport au langage. Alors ça, c'est peut-être même encore plus fort que ce que je viens d'évoquer, je ne sais pas, en tout cas, c'est énorme. Je crois qu'on apprend à parler sa langue quand on devient un lecteur. Je crois qu'avant ça, oui, on s'est parlé, d'accord, on s'est parlé. Mais vraiment, se sentir à l'aise dans sa langue, prendre la mesure de tout ce que permet une langue, sentir... Parce que quand on lit, évidemment, on apprend des nouveaux mots, on apprend des nouvelles tournures. Alors ça, j'en parle dans ma formation, mais c'est aussi un travail qu'il faut faire. Moi, je lisais, j'avais toujours avec moi un document, que ce soit sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, où je consignais des expressions, des tournures syntaxiques, des mots, qui me permettaient justement de garder une trace de cette nouveauté dont je faisais l'expérience. Et tout ça, petit à petit... franchement, ça change, ça révolutionne votre rapport au langage. D'un coup, vous avez une possibilité, ou des possibilités d'expression qui sont infiniment plus grandes que ce qu'elles étaient avant que vous commenciez à lire. Et savoir s'exprimer, apprendre à s'exprimer avec plus de richesse, ça n'est pas seulement quelque chose qui vous permet éventuellement de briller en société ou que sais-je. Ça a aussi vraiment un bénéfice pour soi, sur son bien-être, parce que très souvent, le malheur... et la frustration et tous les états concomitants viennent de ce qu'on n'arrive pas à verbaliser et à conceptualiser notre expérience. C'est un cas super classique, on sait que dans de très nombreux cas, la violence est justement l'expression d'une frustration et d'une incapacité à reporter sur un plan conceptuel ce qui se vit de façon très charnelle en soi lorsqu'on a justement des expériences négatives, lorsqu'on est frustré, lorsqu'on ne va pas bien, etc. Et la littérature, le commerce continu avec les œuvres, avec un usage particulier, sophistiqué du langage, permet justement à soi-même de verbaliser, de conceptualiser ses émotions, ses attentes, ses désirs, ses expériences en général. Et ça, non seulement ça vous permet de mieux comprendre, mais ça vous permet simplement de mieux apprivoiser finalement votre propre vie et tout ce qui vous habite, quoi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette formation? En quoi elle consiste exactement pour les personnes qui souhaiteraient justement y accéder? Avec plaisir. Alors, donc la formation s'appelle « Les pouvoirs de la lecture » et elle s'adresse principalement aux personnes qui ont envie de se mettre à lire, qui ont ce désir de lire, mais qui n'y arrivent pas. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit ces dernières années pour me faire part de cette situation, c'est-à-dire qu'ils me disaient « tes vidéos me donnent envie de lire, mais je ne sais pas comment m'y prendre, j'arrive pas à m'y mettre » et pour toutes sortes de raisons compréhensibles. C'est vrai que la littérature, déjà, c'est tellement vaste, le nombre de textes qui existent, le nombre d'auteurs qui existent. On peut aller dans une librairie et puis se sentir pris de vertige face à tout ce qui est. Et donc, j'ai conçu cette formation pour aider ces personnes-là à se mettre à lire. Et donc, l'idée, c'est une formation en 3 parties. La première partie, elle est motivationnelle. Donc, je donne les meilleures raisons qu'on a de se mettre à lire. L'idée étant qu'à l'issue de cette partie motivationnelle,
eh bien, la personne en question soit presque plus capable de ne pas s'y mettre parce qu'elle aurait tellement conscience, effectivement, de tout ce à côté de quoi elle passe en ne s'y mettant pas qu'il ne lui reste pas d'autre choix que de s'y mettre. La deuxième partie, c'est le cœur vraiment de la formation, c'est une partie plus pratique qui s'appelle « Comment lire » et dans laquelle je propose des conseils très clairs sur, d'une part, l'attitude à adopter face à la lecture, donc c'est ce que j'appelle se mettre dans les bonnes conditions, et puis ensuite, concrètement, comment choisir ses livres, pourquoi lire tel livre à tel moment, et une fois qu'on est dans la lecture, eh bien, même d'un point de vue matériel, comment aborder la lecture, annoter, comment concrètement, au moment où on est engagé dans la lecture, comment s'y prendre pour favoriser la lecture comme pratique, l'idée étant que ces conseils-là soient à même de faire de vous des lecteurs quotidiens. C'est-à-dire l'idée, c'est vraiment de faire entrer la lecture dans votre quotidien. C'est pour ça que dans cette partie pratique, je parle également de quel volume de lecture il faut viser, d'objectifs de lecture qu'il faut avoir, à mon avis, pour vraiment s'engager dans cette pratique. Et la troisième partie s'appelle « Que lire ?» Et là, c'est un programme de lecture que j'ai conçu, qui est constitué de 6 œuvres, que j'ai choisi parce qu'il me semblait, donc ça va du XVIIIe au XXe siècle, et c'est des œuvres qui me semblaient, pour des raisons que je détaille dans la formation évidemment, être des bonnes œuvres pour se mettre à la lecture. Et donc j'explique à chaque fois pourquoi, je présente l'œuvre en question, et voilà. Donc l'idée après là, c'est vraiment pour les personnes qui n'auraient vraiment pas d'idée de quel livre lire, des personnes qui seraient vraiment totalement étrangères finalement à la littérature, de leur donner des conseils de lecture en prenant des œuvres somme toute classiques. Le programme est assez classique, mais parmi les œuvres classiques, il me semble que j'ai été à même de dégager des œuvres qui ont vraiment le potentiel, en tout cas, d'être lues et appréciées par des personnes qui ne sont pas d'ores et déjà des personnes qui lisent, quoi. Vous parliez de justement comment avoir le bon état d'esprit pour aborder un livre. Ça fait partie de votre formation sans tout dévoiler. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit conseil justement pour aborder un livre classique, quel état d'esprit il faut adopter, comment il faut le lire? Alors, un des conseils que je donne, c'est qu'il ne faut rien attendre de la lecture. Ça peut sonner paradoxal, évidemment, mais le meilleur moyen de tirer profit de ces lectures, c'est de ne rien en attendre. Et ça, c'est très difficile, et j'en parle aussi dans la formation, parce que pour la plupart d'entre nous, notre rapport à la lecture, il a pour source l'école. Pour la plupart d'entre nous, c'est à l'école qu'on fait connaissance de la littérature. Or, l'école, et ça, elle n'y est pour rien, elle est obligée d'introduire de la finalité dans l'acte de lecture, parce qu'elle est obligée de noter les élèves d'une façon ou d'une autre à un moment donné. Et donc l'élève sait très bien que tous les livres qu'on lui demande de lire, c'est des livres qui constituent pour lui, plus que des œuvres, des champs d'information qu'il va devoir s'approprier, parce que tôt ou tard, il lui sera demandé de manifester le fait qu'il a bien saisi, qu'il a bien appris les informations en question. Et ça fait que vous lisez quand vous êtes à l'école, alors d'une part avec cette angoisse de la note et de l'évaluation future, et d'autre part en vous posant la question de sur quoi je vais être interrogé. Ah, le prof, il a dit que ce thème, il était important, donc en fait, vous lisez le texte en vous intéressant uniquement au thème dont l'enseignant a parlé, etc., etc. Vous introduisez de la finalité dans l'acte de lecture, c'est-à-dire vous ouvrez le bouquin et vous dites « j'attends quelque chose de ce livre. Ce que j'attends, c'est l'information qui va me permettre de passer mon année. » Bon, encore une fois, à l'école, il n'y est pour rien, mais ça, pour l'expérience de lecture, c'est malheureusement catastrophique. Parce que l'expérience de lecture, au contraire, elle doit supposer un désintéressement. C'est-à-dire qu'il faut être entièrement disponible, ouvert à ce que l'œuvre a à nous proposer. Il faut se laisser toucher par l'œuvre et il faut même accepter la possibilité d'une certaine forme d'incompréhension sans paniquer et sans se dire « Mon Dieu, je comprends rien, ce texte est compliqué, comment je vais faire, je vais avoir une mauvaise note » et puis après vous finissez par détester le cours, le prof et la littérature tout ensemble. Donc l'idée c'est justement d'adopter un mode de lecture qui soit un mode de lecture sensible. Relâché, apaisé à ce niveau-là, entièrement disponible. Et là, j'en parle davantage dans la formation. Tout ça, c'est lié en fait
aux conditions idéales de l'expérience esthétique en tant que telle. Donc ça va au-delà en fait de l'expérience de lecture. Je parle vraiment de l'expérience de lecture comme modalité d'expérience esthétique. Et l'expérience esthétique, là aussi, suppose, pour être réussie, une série de prédispositions, de dispositions plutôt, dans lesquelles il faut être et dans lesquelles il faut se mettre pour que ce soit le cas, pour que l'expérience soit réussie. Alors, vous avez, comme on le disait, développé vos chaînes YouTube lorsque vous étiez doctorant. Comment cette activité a été perçue au sein de l'université ? Eh bien, pas très très bien. Au début, ça allait, et puis un jour, j'avais un rendez-vous, supposément pour parler de mon projet de thèse. Et puis là, je suis arrivé, et en fait, il y avait ma directrice de thèse et un collègue qui m'attendaient. Et en fait, on m'apprend que voilà, aujourd'hui, oui, on va parler de ma thèse plus tard, mais qu'ils ont reçu des plaintes d'étudiants qui se plaignaient justement de ma chaîne YouTube. Alors, ils m'accusaient c'était très cliché, hein, en gros, d'être d'extrême droite ou proche de l'extrême droite, d'avoir parlé avec l'extrême droite. C'est vraiment les accusations usuelles, quoi. Et alors, à partir de là, ça a commencé à devenir un peu délicat parce que, moi, j'ai entendu ces accusations, j'ai expliqué à mes enseignants, enfin mes collègues, du coup, c'était plus mes enseignants, quel était mon projet, etc. Eux, ils avaient regardé aussi mes vidéos, ils n'avaient pas de motif, de toute façon, de me poursuivre ou que sais-je. Mais quelques mois plus tard, un journal genevois, La Tribune de Genève, avait fait un portrait de moi, du fait de ma chaîne. Donc, il me présentait, c'était plutôt un article élogieux, quoi. Et alors là, ces mêmes étudiants, dont j'ai appris ensuite, justement, qu'il s'agissait d'un collectif, à réitérer ces attaques. Et là, ça a pris d'autres proportions parce qu'ils ont trouvé écho auprès d'un autre journal local, Le Temps, qui lui a écrit un article assez gros dans lequel effectivement, en fait, il relayait les accusations de ces collectifs-là. Et là, ma directrice de thèse avait été interrogée, le recteur de l'université, le doyen de la faculté. C'était vraiment quelque chose. Ça a pris après des proportions assez grandes. Et à partir de là, c'est sûr qu'il y a un malaise qui s'est installé, en fait, parce que j'ai bien senti, y compris à la rentrée, lors d'une réunion, il y a eu des discours qui ont été tenus, où on m'a quand même fait bien sentir que mon activité sur Internet n'était pas vue d'un très bon œil. Après, on m'a pas mis dehors, on m'a pas poussé à quitter mon poste ni rien. J'avais tout à fait le droit de rester. Il y avait pas de. Mais voilà, on m'a quand même fait comprendre en gros ce qu'on pensait. Et au-delà de l'aspect idéologique, je devine que j'avais pas les mêmes opinions que la plupart de mes collègues, ok. Mais au-delà de ça, on m'a laissé entendre que même d'un point de vue intellectuel, finalement, faire des vidéos sur Internet, c'est quand même vachement moins glorieux que d'écrire des articles savants sur tel sujet dans telle revue, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ce mépris, justement, pour YouTube, pour ce genre de plateforme, dans le monde universitaire ? Déjà, il me surprend pas, parce que, d'une part, je pense que pour pas mal d'universitaires, le fait, justement, de rester en circuit fermé et d'écrire des textes qui finalement ne sont lus que par leurs pairs, ils en tirent, à mon avis, une certaine gloire, une certaine fierté. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de l'élection dans le fait justement de finalement rester loin du débat public, de rester loin des préoccupations communes. Et voilà, il y a quelque chose Ils se complaisent finalement dans cette espèce d'absence d'impact qu'ils ont. Et puis, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est dommage, parce que justement, en tout cas moi, par rapport à ma vision des humanités, je dis pas que... En fait, je critique pas le fonctionnement du travail scientifique en tant que tel, et c'est bien normal qu'il y ait du travail scientifique qui reste du travail scientifique, et qui reste justement finalement circonscrit à certaines sphères, et qui ne sortent pas de ces sphères-là. Je trouve ça normal, et je sais très bien qu'on va jamais arriver à un état où chaque article va être
lu sur la place publique. Non, ça c'est tout à fait normal, mais je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Et que de travailler comme ça n'empêche pas qu'on puisse quand même se poser la question de comment est-ce qu'on pourrait faire néanmoins pour se rendre un peu plus visible. D'autant plus qu'il y a des chiffres, les tendances par exemple des effectifs chez nous en littérature française, ces dernières années, elles sont plutôt à la baisse. C'est-à-dire d'année en année, les effectifs maigrissent. Et donc, quelque part, il y a quand même un problème. Et voilà. Et je pense que de se contenter d'être des universitaires au sens que j'entends ici, ça n'améliore pas sa situation. Au contraire. Et ce que j'ai fait, alors bien sûr, moi, je l'ai fait aussi avec une veine polémique, et donc je comprends que ça ait pu déranger et que mes propos, mes discours ne plaisent pas à tout le monde. Après, mon pari, et je pense qu'il était juste, c'est que si vous n'êtes pas un peu polémique, même si vous faites des vidéos, les gens s'en fichent. Je pense que si vous faites une vidéo super objective, lisse, où vous présentez la princesse de Clèves, ça va beau être une vidéo, ça va beau être YouTube, ça va rien donner non plus. Donc après, il faut trouver justement des moyens d'intéresser les gens, puis ma foi, c'est comme ça. Les gens s'intéressent davantage à ce qui fait polémique. C'est la réalité. Mais donc... oui, voilà. Enfin, je suis pas. Je peux comprendre ce mépris au sens où je vois bien d'où il vient, mais je suis pas d'accord avec cette idée qui n'a pas été formulée comme ça, mais qui était sous-entendue, que finalement un travail comme le mien sur Internet a de facto moins de valeur qu'un travail, plus scientifique, écrit dans une revue spécialisée, etc. J'arrive peut-être pas au même degré de sophistication dans la prise en considération de tous les paramètres possibles pour tel sujet donné, ok, mais j'arrive à intéresser beaucoup de gens à la lecture, à la littérature, à la philosophie, et ça en tant que tel, ça me semble être un accomplissement que moi, par rapport à mes valeurs et à mes préférences, je valorise justement plus que l'accomplissement strictement scientifique, quoi. Alors, vous avez en effet subi quelques attaques de la part d'étudiants pour vos vidéos sur YouTube. Et donc, vous avez fait des vidéos là-dessus. Et vous avez aussi parlé d'un autre professeur qui a été attaqué, Éric Marty, qui est professeur, lui, en France, mais qui était venu faire un débat en Suisse sur le sexe des modernes, donc son livre sur justement toutes les questions de l'identité de genre. Qui a été attaqué par des étudiants. Et vous avez comparé la manifestation de ce militantisme à l'analyse du carnaval rabelaisien par Bakhtin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette comparaison, justement ? Oui, alors c'est une comparaison que j'avais à l'esprit depuis un moment, et puis après cet événement, ça a été un peu l'événement après lequel je me suis dit « Ah non, mais c'est clair ». J'avais une intuition, puis là je me suis dit « Il y a vraiment quelque chose à faire ». Donc le livre de Bakhtin, il porte sur la tradition de la fête populaire au Moyen-Âge, dont le carnaval est tel qu'elle s'exprime dans l'œuvre de Rabelais. Alors ce qu'il dit de ces fêtes populaires, c'est que c'était des fêtes durant lesquelles, momentanément évidemment, il y avait un renversement qui était opéré. Et donc on fêtait durant ces fêtes-là la possibilité d'un monde autre qui était finalement un monde à l'envers. Le geste par excellence de ces festivités, c'était le couronnement du bouffon en roi et le déclassement du roi en bouffon. Voilà, ça c'était vraiment symboliquement, c'est ce qui représente le mieux l'esprit de ces fêtes. Et donc on célébrait tout ce que l'ordre officiel, le reste de l'année, préférait maintenir sous le boisseau, et à l'inverse, tout ce qui avait les honneurs du mode de vie officiel était momentanément suspendu. Par exemple, la rationalité. On faisait fi de la rationalité, on célébrait la folie, le non-sens. Tout ce que normalement on cache, notamment le corps, et ce que Bakhtin appelle le bas corporel, on le montre de façon très ostentatoire. On se complaît dans une démonstration de voilà mes fesses, voilà mon ventre, voici du crachat, voici des excréments, etc., etc. Et ce qui m'a frappé dans cette action-là, mais qui est symptomatique d'un mode opératoire dont vous avez mis l'exemple, y compris en France, c'est le caractère, justement, alors c'est plusieurs choses, c'est d'abord le caractère, selon toute vraisemblance, festif. C'est-à-dire que vous avez à la fois des militants qui viennent et qui, dans le discours, vous disent qu'ils sont en proie à une grande souffrance qui ne serait pas
respectés par l'intervenant qu'ils viennent contester, sans avoir lu son livre, évidemment. Mais d'un autre côté, ils le font en se marrant, en fait. Ils arrivent et ils rigolent. Ils chantent, ils rigolent, ils ont des casseroles, ils tapent sur leur casserole. En fait, vous voyez, il y a une espèce de contradiction entre la souffrance supposée sur laquelle s'appuie leur mouvement, et en même temps une espèce de joie manifeste. Alors de deux choses l'une, soit tu es en souffrance, et je peux totalement écouter et comprendre ta souffrance, et j'ai absolument pas envie de la remettre en question, ni de m'en moquer, ni rien. Soit tu es content, tu es heureux, tu viens et tu fais ton petit carnaval, justement, tu joues avec tes casseroles, tu craches sur les professeurs, tu déchires des notes, tu viens habillé je sais pas comment, tu te colories les cheveux, enfin, les deux ne vont pas ensemble. Les deux ne vont pas, à mon avis. Donc je suis convaincu qu'il y a une mauvaise foi, c'est-à-dire qu'on utilise l'idée de la souffrance, l'idée d'une sensibilité qui aurait été heurtée pour justifier des actes qui, en eux-mêmes, à mon avis, ne procèdent pas, ou en tout cas très très peu, d'une quelconque forme de sensibilité heurtée, quoi. Et donc, c'est en fait tout simplement plusieurs caractéristiques de la fête populaire identifiées, relevées par Bakhtin, qui me semblaient retrouver constamment dans ces mouvements-là. Notamment, alors dans ce cas-là, dans le cas de cette intervention, peut-être pas, mais très souvent, dans les marches, par exemple, LGBT ou que sais-je, on a très souvent des personnes, justement, qui semblent prendre un certain plaisir à venir dénudées, ou très peu habillés, et je sais pas, à agiter leurs fesses. Enfin, il y a vraiment, à mon avis, cette même idée de renverser l'ordre établi par une manifestation, par exemple, du bas corporel, hein, et par un discours qui se complaît dans la mention, justement, des parties génitales, des rapports sexuels, des pancartes, même quand il y a des manifestations pour le climat, des pancartes. On fout le clito, pas le climat. Voilà, ouais, exactement. Vous voyez, il y a vraiment ce plaisir il y a un côté, il faut emmerder papa. Hein, papa, c'est l'ordre établi, et on va parler de clito parce que on se dit que ça va probablement embêter papa. Et donc tout est fait pour ça, ce qui était exactement l'esprit. Alors je dis pas que ce qui se passe là, c'est une réactualisation telle quelle des fêtes populaires d'antan. Hein. On ne vit plus dans la même société, ça n'a plus le même enjeu. Mais c'est intéressant de relever qu'il y a quand même, à mon avis, des points de comparaison possibles. Et vraiment, il y a quelque chose, à mon avis, de l'ordre de la fête, hein, et fête qui a pour but de renverser l'ordre ancien. Et là, c'était très, très flagrant. Éric Marty, c'est un homme blanc, hétérosexuel, cisgenre, avec les cheveux grisonnants. Donc, il coche à peu près toutes les cases du représentant de ce monde ancien qu'il s'agit de renverser à grand renfort, justement, d'insultes. Il lui a même jeté de l'eau dessus, du crachat. Voilà, le crachat, hein, comme expression, finalement, corporelle, c'est un des éléments pris en compte par Bakhtin lui-même quand il fait la liste, justement, de tous les éléments du bas corporel par lesquels on fait, hein, comme il le dit, communier la personne à rabaisser avec, justement, une puissance de rabaissement. Et le crachat, c'est une puissance de rabaissement dans ce sens-là, et on le retrouvait dans cette action, quoi. Mais l'avantage du carnaval, c'est que c'est quand même momentané. Bon, là, ça commence à être un peu tous les jours. Et aussi, ce qui est frappant, c'est que l'université, elle capitule de plus en plus face aux annulations, etc. Comment vous expliquez, vous, cette espèce de capitulation ? Il y a une veulerie, vraiment, comme c'est le terme que j'emploie dans ma dernière vidéo, il y a vraiment une veulerie de l'université, en général, quoi. Je dis pas que tous les universitaires sont veules, mais je pense que malheureusement, l'université, comme institution, l'est très souvent. J'allais dire l'est de plus en plus, je sais pas, peut-être que finalement ça a toujours été comme ça. Mais en tout cas, voilà, elle l'est. Et pour une raison qui m'échappe quand même un tout petit peu, elle a effectivement très peur de ces associations d'étudiants, de ces groupes d'étudiants. Et je dis que ça m'étonne un petit peu parce que moi, je le vois et je le sais. L'association, par exemple, fêtière des étudiants de l'Université de Genève, qui est très souvent l'association qui chapeaute toutes ces actions, ou en tout cas, si elle ne les chapeaute pas, elle les appuie par la suite. Hein, quand il y a un problème, du coup, avec l'université, elle n'est jamais du côté de l'université, alors qu'elle est quand même financée par les taxes étudiantes. Hein, mais bon, elle est quand même systématiquement de l'autre côté. Et moi, je sais, parce que comme j'avais cette double casquette de doctorant, j'ai été étudiant, ensuite j'ai été doctorant, et en même temps, j'avais ma chaîne YouTube qui me donnait une certaine visibilité. Il y a plusieurs étudiants genevois qui m'ont écrit ces dernières années, puis qui me disaient « Mais franchement, j'en parle autour de moi.
quasiment personne n'est d'accord avec cette CUAE. Et donc avec tous les mouvements que cette association fêtière suppose. La grande majorité des étudiants ne sont pas d'accord. Le seul problème, c'est que souvent la majorité silencieuse ne se constitue pas en groupe, et donc elle a plus de mal, évidemment, à faire valoir sa parole. Mais donc en fait, vous avez des associations qui ne parlent que pour elles-mêmes, et pour les autres associations qui ne sont que des répliques d'elles-mêmes dans des domaines spécifiques, qui arrivent à exercer une pression énorme, parce que l'université ne semble, par naïveté, je ne sais pas, ne semble pas voir que, ok, c'est l'association fêtière, mais concrètement, elle est la porte-parole de qui, là? De personne, enfin d'une poignée d'individus. La plupart des gens n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de cette écriture, parce que eux, c'est l'écriture inclusive, mais portée à ses dernières conséquences, avec des X, vous recevez des mails, vous avez des messages codés, les trucs, vous ne pouvez pas les lire. Personne ne veut de ça, tout le monde en a marre. Et voilà, encore une fois, l'université, pour une raison qui m'échappe, n'est pas capable de se montrer un tout petit peu ferme, de faire valoir ses valeurs à elle, qui, je l'espère, sont pas exactement les mêmes non plus. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu exaspéré. Alors, concrètement, j'aurais très bien pu passer mon chemin et puis faire de toute façon ma route et sans trop me préoccuper de ce que fait l'université. Mais c'est vrai que là, et dans ce cas-là en particulier, l'université, c'était vraiment, franchement, c'était lunaire, parce que l'université avait d'abord décidé de porter plainte. Parce que cette action contre Éric Marty était vraiment allée très loin. Comme je le disais avant, il s'est fait cracher dessus, on lui a jeté de l'eau dessus, il s'est fait déchirer ses notes. Il y avait vraiment quelque chose, au-delà des mots, il y avait quelque chose qui devenait physique dans cette intervention. Donc ça outrepassait quand même vraiment certaines limites, quoi. Donc ils avaient annoncé porter plainte. Et évidemment, les associations commençaient à crier à la répression universitaire, enfin, inversion accusatoire totale, c'était eux les victimes. Bon. Et l'université a cédé. Donc ils ont finalement renoncé à porter plainte et ils ont remplacé ça par une réaffirmation des valeurs de l'université en commun avec les associations en question. Réaffirmation qui ne portait à aucune conséquence, c'est-à-dire que c'était un texte écrit sur le site de l'université sans aucune signature. Enfin, ces associations se sont engagées à absolument rien. Et le comble, c'est qu'après avoir publié ce texte, l'association fêtière des étudiants, de façon très cavalière, comme ça, sur Instagram, a fait un post pour dire « Ouais, c'est bien, c'est un premier pas, mais on va voir s'ils tiennent leur engagement. » Et de toute façon, l'université a intérêt à faire attention à qui elle invite à l'avenir. Vous voyez, l'université se retire, pense faire un effort, un pas vers eux, et eux, en fait, c'est toujours comme ça, vous leur donnez la main, ils vous bouffent le bras. Et donc, non content d'avoir obtenu ce qu'ils voulaient, l'université retire sa plainte, et eux, ils la menacent par derrière, quoi. Enfin, c'était complètement... Moi, justement, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est sûr que pour l'image de l'université, même dans l'espace public, c'était pas génial. Et c'est vrai que moi, oui, d'une certaine manière, ça commençait de plus en plus à me déranger un petit peu d'appartenir à une institution comme ça, quoi, qui semblait n'avoir aucune vigueur, aucune... ouais. Et c'est vrai qu'il y a cette tendance à... Quand on va dans leur sens, ils sont encore plus véhéments avec nous. Ouais. Est-ce que ça peut s'expliquer justement par le ressentiment, par le fait que si on va vers eux, en fait, ça va encore plus les énerver parce qu'ils sont animés par une espèce de ressentiment qui fait qu'ils veulent être dans le conflit avec les institutions, avec l'ordre établi? Oui, c'est le propre du ressentiment, c'est que le ressentiment devient d'une certaine façon la raison d'être, ou en tout cas devient une sorte de projet de vie. Et donc, il faut avoir des raisons d'avoir du ressentiment, justement, et de pouvoir se plaindre, etc. Et plus vous allez dans leur sens, et plus vous diminuez le volume de raisons objectives qu'ils auraient à avoir des revendications, des motifs de plainte, etc., plus ils sont forcés de chercher dans le domaine de l'irrationnel des raisons de poursuivre leur combat. Parce que chez eux, très souvent, comme je le disais dans une de mes vidéos, le désir de combattre précède l'objet du combat. Et quand il n'y a pas d'objet objectif de combat, de mouvement, il faut en inventer, il faut en créer de toutes pièces. Et là, vous allez avoir là, j'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent, mais vous allez vraiment avoir des situations complètement absurdes où, parce qu'il n'y a justement pas de motif à se soulever, à se plaindre, on va en chercher là où il n'y a vraiment aucune raison d'en chercher, enfin là, dans des espaces où il n'y a absolument rien, et on va créer à partir de rien des raisons justement de poursuivre un combat qui, encore une fois,
dont, encore une fois, la motivation précède toute cause objective et toute cause réelle. C'est l'idée, en fait, de combattre, c'est l'idée de s'en prendre à un ordre établi qui motive et qui pousse ces mouvements-là en dehors de toute... alors, pas toujours, hein, mais souvent en dehors de toute réalité, quoi. Alors vous, quand vous parlez de justement ces personnes, vous dites certains militants, certains autres observateurs les appellent woke. Est-ce que c'est volontaire de ne pas utiliser cette appellation quand vous parlez d'eux? Ouais, oui, alors je vous avoue que c'est vrai que moi, le terme woke, j'en ai un peu jusque-là. Je trouve qu'il est un peu galvaudé, on l'entend tout le temps, et en fait, moi, ouais, c'est vrai que moi, j'en peux plus. Moi, je peux plus me le voir, ce mot, je peux plus me l'entendre. Je dis pas qu'il veut rien dire, je suis pas du tout... au contraire, je pense qu'il a une signification, et je comprends tout à fait qu'on l'utilise, et je pense que souvent, il est utilisé à bon escient, dans le sens où il fait bel et bien référence à quelque chose. Et je pense que plusieurs de mes analyses sont des analyses d'une expression du mouvement woke, mais c'est vrai que j'utilise pas le terme, parce que tout simplement, oui, le terme en tant que tel, je sais pas, il m'agace, quoi. Il m'agace, et puis c'est devenu aussi un peu un terme fourre-tout, et le problème, c'est que parfois, certaines personnes peuvent se contenter d'étiqueter quelque chose comme étant woke, et ils pensent avoir fait le travail, quoi. Ah, c'est du wokisme, et puis c'est bon, quoi. Non, il faut quand même... c'est le danger des concepts, c'est qu'on peut avoir tendance ensuite, surtout quand on voit qu'ils ont été repris et acceptés par une quantité importante de personnes ou de personnes de son propre camp, c'est de supposer que le seul fait de s'y référer tient lieu de réflexion, finalement. Et ça, je pense que c'est un écueil, et qu'il faut toujours essayer d'observer la réalité, justement, dans sa singularité. On peut la rapporter à des phénomènes globaux, à des phénomènes qui la dépassent, mais à trop faire ça, on risque justement soi-même de s'écarter aussi de cette réalité, et de dire oui, mais c'est du wokisme, c'est woke, etc. Et sans faire forcément l'effort d'essayer de regarder justement qu'est-ce qui fait cette réalité de façon plus spécifique, quoi. Alors vous disiez que ces associations ne représentent qu'elles-mêmes, les associations qui vous ont attaqué, qui ont attaqué Éric Marty. Il y a quand même dans l'université, alors même si on n'appelle pas ça woke, mais une tendance à propager des idées qui sont quand même, qu'on pourrait peut-être qualifier de déconstructrices. Alors je pense par exemple à des cours qu'il pourrait y avoir à Paris en lettres, où dans un cours de littérature médiévale, on va apprendre ce que c'est le queer, analyser des textes avec la vision queer, donc c'est plutôt une idée de déconstruire les normes sexuelles et de genre. Est-ce qu'il peut y avoir du bon là-dedans, d'après vous? Est-ce que c'est un problème pour l'université? Qu'est-ce que vous en pensez? Les cours engagés, etc. Oui. Moi, je pense que le problème principal, c'est que c'est sûr que c'est un engagement qui va généralement que dans un sens. C'est unique, l'engagement n'est possible à l'université que pour autant qu'il s'inscrive dans un paradigme progressiste. Parce que essayer de faire des cours engagés poussés par une sensibilité conservatrice, vous allez voir que ça va pas être accepté, ça va pas être possible. Donc pour moi, la question, c'est une question d'égalité, en fait. Soit de deux choses l'une, soit on accepte effectivement que des enseignants puissent faire montre de leur sensibilité idéologique dans certains de leurs cours, et on l'accepte pour tout le monde. Bon, je pense que c'est quand même un peu risqué. Soit au contraire, on s'en tient à un principe de neutralité politique de l'université, et on exclut toute forme de militantisme au sein de l'université. Et on exclut que des professeurs donnent des cours qui sont manifestement engagés politiquement. Les exemples que vous donnez, ce sont des cas très clairs de ça. Il y a et je sais qu'à Genève, ça existe aussi. Et voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est pas correct. Et encore une fois, alors, s'il pouvait y avoir une forme d'égalité, au moins, dans la manière dont on accueille les sensibilités politiques, à la rigueur, pourquoi pas, mais encore une fois, je pense que c'est pas non plus... Je suis pas convaincu que ce soit forcément un idéal vers lequel il faudrait tendre, soit au contraire, on fait comme moi. Moi, ce que je faisais, j'ai jamais parlé de politique dans mes séminaires, même pas un tout petit peu. Enfin, vraiment, j'ai séparé très clairement mes opinions et ma sensibilité de mes séminaires, et je me suis donné un espace d'expression pour justement, dire ce que je pensais de tel ou tel phénomène social. Mais je pense que c'est la façon la plus saine d'opérer. Vous êtes
Quand vous êtes un professeur, vous êtes payé pour donner des cours, pour transmettre du savoir, pour transmettre de la connaissance, pas pour défendre des idées politiques, idéologiques, tout simplement. Alors vous, vous définissez comme plutôt conservateur, et c'est vrai que vous utilisez des outils de lecture pour analyser la société dans vos vidéos. Est-ce que vos lectures, elles ont influencé ces opinions, le fait d'être conservateur, parce que la littérature donne quand même une certaine image de l'homme, et est-ce que ça vous a influencé dans le fait d'être conservateur ? C'est une bonne question que je me suis jamais posée, mais là, comme ça, je dirais que non. Je pense pas que ce soit la littérature qui ait créé en moi cette sensibilité conservatrice. Non, je pense que c'est plutôt mon expérience de la vie, du monde, des opinions courantes, des choses que j'entendais. Je crois que c'est une sensibilité qui s'est plutôt développée par contraste ou par opposition avec une autre sensibilité qui était plus manifeste, et donc je trouvais souvent qu'elle manquait un peu de finesse, voire par moments qu'elle me paraissait absurde. Enfin bref, je crois que je me suis, disons idéologiquement, je me suis davantage construit par désaccord que par assentiment à des textes que j'aurais lus. C'est plutôt d'observer des discours ou des comportements qui ne m'inspiraient pas, qui ne me semblaient pas justes, que par contraste, j'en suis venu à me demander, ok, mais qu'est-ce qui me semblerait juste alors sur tel sujet, et petit à petit, je me suis rendu compte, aussi parce qu'on me le disait, mais t'es conservateur. Et puis j'étais ah oui, oui, effectivement. Ouais. Mais ça n'a jamais été pour moi ni un projet, ni même une identité que je revendique forcément. J'ai aucune honte à le dire, mais c'est pas quelque chose qui est forcément trop important pour moi, dans la mesure où c'est pas par cette sensibilité-là que je me définis principalement. Et puis, je dirais que c'est arrivé un peu accidentellement. Et je pense même qu'il y a une dizaine d'années, par exemple, j'étais plutôt... alors, j'étais pas du tout politisé, mais je pense que j'étais plutôt de gauche, quoi, dans ma sensibilité, je me rappelle, dans ma sensibilité. Voilà. Mais c'est vraiment juste l'expérience, la vie, qui m'ont petit à petit fait devenir conservateur. Et parmi les sujets auxquels vous êtes opposé, il y a les comportements, il y a notamment l'écriture inclusive. Ouais. Pourquoi, au-delà des arguments peut-être logiques par lesquels vous montrez que c'est pas forcément une écriture qui pourrait représenter, qui pourrait aider à améliorer la cause des femmes, pourquoi est-ce que c'était important quand même de vous positionner contre l'écriture inclusive ? Alors ça, ouais, je crois que c'est probablement le sujet dont j'ai le plus parlé, et peut-être celui qui me tient d'une certaine manière le plus à cœur, parce que je suis vraiment convaincu, profondément convaincu, que l'écriture inclusive, alors est d'une part un malentendu, une erreur, une fausse solution, quelque chose qui échoue totalement à remplir l'office qu'elle voudrait remplir, et d'autre part qu'elle a vraiment un potentiel de nuisance sur la pratique de la langue, et même sur la manière dont les gens se représentent le monde à travers la langue, qui est réel, quoi. C'est un de mes arguments principaux, c'est l'impact de l'écriture inclusive sur notre capacité à penser l'abstrait. Parce que dès lors où vous niez la capacité de la forme grammaticale masculine à officier comme neutre, ou comme terme générique, vous êtes obligé, à chaque fois que vous faites référence à des êtres humains, de manifester la différence sexuelle. Vous allez dire les étudiantes et les étudiants, par exemple. Vous vous empêchez donc d'employer le terme générique étudiant, qui ne veut pas dire tout à fait la même chose que étudiante, étudiant. Parce que quand vous faites la distinction, vous sous-entendez que la distinction entre hommes et femmes fait partie du thème de l'énoncé. Que cette distinction est pertinente eu égard à ce que vous êtes en train de dire. Or, très souvent, et la plupart du temps, ce qu'on dit, le propos qu'on tient, n'a rien à voir avec le fait qu'il y a des hommes et des femmes. C'est-à-dire le fait qu'il y a des hommes et des femmes est un sous-entendu, et ensuite on tient un discours. Les étudiants, ceci, cela. Et quand on dit les étudiants, par exemple, à quoi on pense ? Quelle est la signification de étudiant dans sa valeur générique ? On pense à l'idée déjà d'une communauté. C'est pas les femmes et les hommes séparés, quoi. Vous formez un ensemble, et vous formez un ensemble fédéré par certaines pratiques, la patience, la lecture, la curiosité, etc., etc. Et on pense à vous en tant que vous êtes membre de cette communauté-là, fédérée par ces pratiques et ces valeurs-là. Et donc,
qu'est-ce qui a le plus de valeur d'un point de vue cognitif, qu'est-ce qui a le plus d'impact sur l'imagination entre un terme qui évoque tout ce que je viens de dire et une expression dans laquelle l'information qui prime, c'est « il y a des hommes, il y a des femmes ». Ah mais merci, mais j'avais remarqué. Le nombre de fois où... Enfin moi je vois, à l'université, ils le font constamment. Ils écrivent des mails, parce qu'en plus l'université à Genève demande d'utiliser l'écriture inclusive. Étudiante, étudiant. Mais c'est une évidence qu'on s'adresse aux deux. Moi, quand j'arrivais dans mes salles de séminaire, moi, je disais, je m'adresse à eux en disant les étudiants. Parce que c'est évident, c'est tellement évident. Il y a des garçons, il y a des filles, il y a des hommes, il y a des femmes. Vous voyez bien que je m'adresse à vous tous. J'ai pas besoin de préciser. Franchement, c'est prendre les gens pour des imbéciles que de leur dire, oui, non, mais tu précises qu'il y a des hommes et des femmes. Non, mais tout le monde le voit qu'il y a des hommes et des femmes. Pardon. Et donc, il y a toute une richesse sémantique qui est sacrifiée à un espèce de zèle moral, mais qui en plus est d'une maladresse totale, parce qu'il ne rend absolument pas service à la cause des femmes, à mon avis. On ne fait pas évoluer la cause des femmes avec l'écriture inclusive, et comme par hasard, des grands textes féministes qui ont eu un impact énorme sur l'histoire du féminisme, comme Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, il a été écrit comment ? Il a été écrit en français normal, quoi, avec le masculin générique. D'accord. Donc, de croire que c'est mettre des points E, des points X ou que sais-je, qui va... mais en fait, c'est très intéressant parce que c'est symptomatique d'une époque et d'une génération pour laquelle l'image l'emporte finalement sur le propos, sur le discours. L'écriture inclusive, c'est une pratique qui est extrêmement visuelle. Comme par hasard, l'écriture inclusive s'attaque, s'en prend d'abord et avant tout au français écrit. Elle laisse complètement de côté le français oral, ce qui est aussi une part de son élitisme d'ailleurs, parce que la langue est d'abord orale, elle est d'abord parlée avant d'être écrite. L'écrit, par rapport à l'oral, c'est déjà disons un stade d'évolution supérieure dont encore beaucoup de locuteurs aujourd'hui sont exclus. Et donc l'écriture inclusive, de ce fait-là, elle est en tant que telle élitiste. Mais surtout, donc, en s'en prenant à la chaîne écrite du discours, et en fait, elle fonctionne avec cette idée que le « e », par exemple, symbolise les femmes. Et donc le « e » est là pour signifier, pour symboliser la femme. Donc il y a quelque chose de très visuel, de très symbolique, et de très peu, justement, discursif. Et c'est très facile. On s'en sort à bon compte quand on croit servir la cause des femmes en pratiquant l'écriture inclusive. Ah bah c'est très commode, c'est très économique. Ah bah c'est super. En fait, j'ai besoin de penser à rien, j'ai besoin de réfléchir à rien, j'ai pas besoin de m'intéresser concrètement à quelle est la situation objective aujourd'hui des femmes dans telle société. Tout ce que j'ai à faire pour manifester mon soutien et ma collaboration au projet d'égalité entre les hommes et les femmes, c'est de mettre des points E et des points S. C'est génial. Bon, mais sauf que quand vous avez fait ça, encore une fois, d'un point de vue strictement intellectuel et discursif, vous n'avez absolument rien fait. Et comme je le dis dans une de mes vidéos, on peut parfaitement écrire un discours féministe en employant le masculin générique et un discours ultra misogyne en employant l'écriture inclusive. L'écriture inclusive est vraiment un projet qui rate complètement son objet. Est-ce qu'on ne prend pas un peu les gens pour des chats GPT parce qu'on se dit qu'ils ne sont pas capables de comprendre vraiment ce que les gens leur disent, de comprendre l'évocation qu'il y a derrière un mot, de faire une abstraction, en fait, on pense qu'ils n'en sont pas capables. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, on prend un peu les gens pour des imbéciles, mais encore une fois, je crois que même chez les tenants de l'écriture inclusive, l'idée que vraiment leur pratique aurait une valeur pragmatique sur la pratique langagière et sur les locuteurs et que ça aiderait vraiment à visibiliser les femmes, comme ils le disent, dans la langue, je ne sais même pas s'ils y croient eux-mêmes, quoi. Je ne sais même pas s'ils y croient eux-mêmes. Et à mon avis, c'est une pratique qui est exclusivement motivée par ce qu'on appelle la vertu ostentatoire. Plus que le discours, elle sert le locuteur. C'est une manière pour le locuteur de montrer patte blanche. En tout cas, dans le milieu universitaire, à mon avis, c'est clair. Oh là là, regardez, n'ayez surtout aucun doute, je ne suis pas un méchant misogyne, je suis tout à fait ouvert à l'égalité des hommes et des femmes. La preuve, j'emploie l'écriture inclusive. Je pense que c'est l'enjeu premier de cette pratique. Je crois même pas que les gens qui s'y adonnent se posent vraiment la question de savoir dans quelle mesure elle favorise auprès de leur auditoire, auprès de leur public, auprès de leur interlocuteur, la compréhension de l'idée qu'il y a bien et bien des hommes et des femmes impliqués dans ce dont je parle, quoi. C'est une vertu ostentatoire, mais on veut quand même nous forcer à l'utiliser et à la pratiquer nous-mêmes. Donc pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté d'uniformiser si on veut se distinguer par sa vertu et qu'on veut en même temps que tout le monde le fasse ?
Ah, c'est une bonne question, ouais. C'est une bonne question, bah, je pense simplement parce que chez les tenants les plus engagés de l'écriture inclusive, et ça, pour le coup, je pense qu'ils y croient vraiment. Il y a quand même vraiment cette idée à la base que la langue non inclusive, bah, en fait, c'est le coup de génie de cette appellation. Vous voyez, je suis obligé de le dire comme ça. Je suis obligé de dire, par contraste avec l'écriture inclusive, je suis obligé de dire l'écriture non inclusive. Ah, bah, qu'est-ce que tu dis là? Tu dis que c'est pas alors que c'est pas du tout ce que j'ai envie de dire. La langue normale, on va l'appeler comme ça, je sais pas comment l'appeler, serait justement exclusive. Et donc, c'est quand même dommage de pratiquer une écriture exclusive. Et en fait, ils ont réussi quand même à convaincre tellement de gens dans certains milieux. Encore une fois, je vous garantis qu'à mon avis, les gens là, du quotidien, vous leur demandez dans la rue leur opinion là-dessus, ils vont plutôt vous dire, hommes et femmes d'ailleurs, que ça les intéresse pas trop et qu'ils ont vraiment pas le temps, quoi. Qu'ils ont vraiment d'autres choses à faire et ils écrivent normalement. Mais dans les sphères intellectuelles, dans les sphères universitaires par excellence, oui, ils ont réussi à convaincre beaucoup de gens qu'effectivement, l'écriture normale était une écriture, à cause de l'histoire du français également, était une écriture qui avait été faite par des hommes, pensée par des hommes, à l'exclusion des femmes, et qu'il faut contrebalancer cette injustice-là par l'écriture inclusive. Donc effectivement, alors il y a pour certaines personnes, ça peut être un moyen de se distinguer, mais en fait, je pense que se distinguer, c'était pas forcément la bonne formulation. Je pensais plutôt manifester son appartenance à une communauté qui est la communauté des bons et des justes. Voilà. Vous inquiétez pas, je suis avec vous, je suis gentil, je suis bon, n'ayez aucune crainte. Et par ailleurs, leur comportement réel dans la vie réelle, ça on s'en fiche, quoi. Parce que ça, enfin ouais, j'ai entendu des histoires aussi. Encore une fois, c'est facile de pratiquer l'écriture inclusive, ça vous empêche pas derrière d'être en fait réellement misogyne ou macho dans vos rapports aux femmes, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très ostentatoire et que c'est une façade, mais qui ne préjuge finalement en rien de votre intégrité réelle et de vos valeurs et de votre éthique, quoi, tout simplement. Vous avez aussi fait des vidéos sur la musique. Donc, vous avez commencé par le drame du rap, ouais. Puis le drame de la pop. Ouais. Est-ce qu'il y aura le drame d'une autre forme de culture de masse qui va venir prochainement? Je sais pas si je referai une vidéo avec cette appellation. C'est vrai que vu que j'en ai fait 2, on m'a dit aussi tu devrais faire une série. Je sais pas, là c'est pas dans mes projets immédiats, là j'ai pas songé à ça, mais en tout cas c'est sûr que c'est la musique, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que ma chaîne ne le laisse pas forcément deviner, mais en fait j'aime beaucoup la musique et j'en écoute énormément et je pense que c'est une pratique culturelle sur laquelle il y a énormément de choses à dire parce qu'elle a un tel impact à mon avis sur les mentalités, sur les comportements, sur les valeurs. Enfin je pense que c'est vraiment un vrai sujet, quoi. C'est pas dit comme ça, certaines personnes pourraient avoir l'impression que c'est des sujets secondaires, ma foi, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Non, je pense que c'est des sujets qui peuvent, en tout cas en les creusant d'une certaine manière, on peut en tirer des leçons ou des réflexions, à mon avis, très pertinentes, très importantes. Et donc ça me surprendrait pas que je refasse des vidéos là-dessus. Et donc dans cette vidéo et dans votre analyse que vous faites de la pop, qu'est-ce que vous en tirez? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Sur la pop, ce que j'en tire surtout, c'est le caractère extrêmement générique de cette musique, qui à la fois se copie elle-même de façon synchronique, donc les morceaux d'aujourd'hui copient les autres morceaux d'aujourd'hui qui fonctionnent bien, et même sur le plan diachronique, c'est la pratique de la reprise qui me fait dire ça, vous avez de plus en plus de morceaux qui reprennent des morceaux anciens. Il y a eu plein d'exemples récemment, notamment un des plus connus, je pense, c'est David Guetta avec I'm Blue, qui a repris Eiffel 65, qui avait écrit Blue, sorti Blue en 98, 99, quelque chose comme ça. Et donc voilà, un peu plus de 20 ans plus tard, on réactualise la même chanson, et donc c'est littéralement reprendre sans cesse les mêmes codes, les mêmes méthodes. Et ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'était justement la manière dont ce goût de la pop et ce goût des auditeurs de pop, pour ce qui est déjà connu, justement, manifeste un certain goût de la familiarité, quoi. La pop, c'est une espèce de... C'est un genre qui rassure par son caractère répétitif. Et encore une fois, c'est une répétition dans un double sens, c'est-à-dire à la fois parce que le morceau lui-même, généralement, est très répétitif.
des morceaux, des refrains où c'est toujours les mêmes 2-3 mots répétés en boucle, des couplets qui sont très courts. Donc, ce qu'on attend, c'est toujours le refrain. Dans d'autres genres aussi, mais dans la pop peut-être plus que dans d'autres genres, vraiment, finalement, les couplets ne sont qu'un prétexte à l'arrivée du refrain. Et voilà, on fait cette expérience de la familiarité, de « Ah, je reconnais ce que j'attendais, je reconnais ce que j'attendais ». Et je pense que d'une certaine manière, la pop, c'est ça. C'est le temps qu'on l'écoute, l'illusion ou la promesse d'un monde dans lequel ce qu'on attend se produit. Ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas dans la vie réelle. On peut attendre beaucoup de choses qui ne se produisent pas. La musique, pas seulement la pop, moi j'ai parlé de la pop, mais on pourrait probablement étendre cette analyse à d'autres genres. C'est entre autres choses ça. C'est pour ça aussi que je pense qu'on l'aime. C'est le caractère rassurant et familier déjà de retrouver des codes auxquels on s'attend. La pop, c'est vraiment la pop mainstream. Mais c'est peut-être un pléonasme, je ne sais pas. C'est vraiment donner au public ce à quoi il s'attend. Surtout pas proposer quelque chose de nouveau. Et puis, au sein même du morceau, qui par ailleurs remplit des attentes qu'on avait en amont, eh bien, il y a le retour du refrain, qui est un peu la version poussée à son paroxysme de ce retour du connu. Et voilà, on aime bien se lever dans ce retour du connu, dans ce retour du familier. Et justement, on aime cette expérience, à la fois d'une certaine manière du temps qui ne s'écoule pas, parce que le morceau qui fait sans cesse revenir le même et le morceau qui s'écoute en boucle, c'est aussi une expérience temporelle. On a l'illusion d'un temps qui ne s'écoule pas et qui revient, qui revient et qui revient. Et encore une fois, l'expérience de trouver ce à quoi on s'attend. C'est un espèce de monde au sens très clair et très net et très rassurant parce qu'encore une fois, voilà, on attend quelque chose et ce qu'on attend se produit bel et bien. Et voilà, il y a quelque chose de rassurant, je pense, de plaisant là-dedans. Mais ma vidéo sur la pop, c'était presque plus un clin d'œil à ma vidéo sur le rap. J'ai pris du plaisir à la faire, mais c'est un sujet quand même qui me tenait beaucoup moins à cœur que la vidéo sur le rap. Où là, je pense que j'ai vraiment mis le doigt sur quelque chose, d'à mon avis, beaucoup plus important que dans ma vidéo sur la pop. Qu'est-ce que vous reprochez exactement au rap, alors ? Parce que je lui reproche, en tout cas, ce qui a frappé mon attention, parce que j'en ai énormément écouté. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que contrairement à ce que certaines personnes ont pensé... J'ai pas découvert le rap pour faire cette vidéo, je le connaissais très bien. Ce qui est très intéressant dans le rap, c'est que très souvent, l'énonciation dans le rap, mise en œuvre par le rap, c'est une énonciation dans laquelle vous avez un je qui s'adresse à un tu, qui le plus souvent est un être fictif, un être qui n'existe pas. C'est notamment le cas dans ce qu'on appelle l'ego trip. En fait, la plupart du rap participe de l'ego trip. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'était particulier comme façon d'écrire. C'est-à-dire que le moteur de l'écriture, tout se passe comme si l'écriture du morceau ne pouvait pas commencer tant qu'on ne s'en prenait pas à quelqu'un de fictif et d'imaginaire. Et ce qui était intéressant, c'était la façon dont justement cet être fictif est là pour servir de faire valoir au jeu. Vous avez à la fois le jeu qui vante ses mérites. Moi, je suis le plus fort, le meilleur, le plus riche et compagnie. Et le tu qui est toujours, alors lui, un être inférieur, plus faible, plus nul, plus pauvre. C'est vraiment le miroir inversé du jeu. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était quel genre de rapport à l'altérité était construit par une musique qui était fondée sur ces bases-là, justement. Quand vous écoutez ça toute la journée, et en particulier, quand vous habitez dans des quartiers, quand vous venez d'un milieu qui est le milieu qui majoritairement produit cette musique, quel est le rapport à l'altérité qui, petit à petit, s'instaure et s'installe dans votre esprit, quoi. À la fois votre rapport à vous-même aussi, un rapport de vantardise, de mise à l'honneur de sa propre personne, et en même temps un rapport à l'autre qui est essentiellement fondé sur l'attaque, la comparaison, mais agressive, etc., etc. Et voilà, c'est vraiment ce mode énonciatif qui m'avait intéressé dans un premier temps. Et je pense que c'était la partie la plus intéressante et la plus originale de ma réflexion. On parlait aussi du côté schizophrénique entre la victimisation d'un côté des rappeurs et l'extrême agressivité, appel au crime qui peut y avoir dans les textes. Et en fait, ça fait un peu penser aux militants dont vous parlez, qui a le côté extrême victimisation et extrême agressivité en même temps. La victimisation agressive, c'est un peu le même schéma. Oui, effectivement, il y a quelque chose qu'on retrouve là. Et alors ça, c'est vrai, dans le rap, c'est frappant et c'est très agaçant.
Vous avez parfois des rappeurs qui, dans leur propre texte, se présentent eux-mêmes comme des personnes agressives, violentes. Moi et mes gars, je dis gars pour ne pas employer d'autres termes que parfois ils emploient eux-mêmes, hein, qui participent à cette forme de discrimination d'ailleurs. On est des sauvages, on est des enfin vraiment, c'est les termes qu'ils emploient, j'invente pas. On est des sauvages, on est violents, on est plus violents que les autres. Et après, en arborant certains codes, évidemment, vestimentaires notamment. Donc il y a à la fois des éléments de langage et des éléments, un code vestimentaire qui forment un ensemble, les deux vont ensemble. Et puis après, parce qu'ils manifestent tous les traits qu'ils ont eux-mêmes contribué à associer à la violence et à l'agressivité, ils disent qu'ils sont discriminés. Mais vous vous discriminez tout seul, et vous-même, dans un premier temps. Oui, si vous passez votre temps à associer une certaine manière de marcher, une certaine manière de s'habiller et une certaine manière de parler à un mode de vie dans lequel vous êtes sauvage, dangereux et agressif, est-ce que vous pouvez vraiment reprocher à des gens qui vous voient et qui reconnaissent tous ces signes de partir du principe que vous êtes peut-être bel et bien dangereux et agressif? C'est logique. Voilà, c'est logique. Il n'y a pas d'injustice là-dedans. Et c'est vrai que parfois, cette espèce d'incapacité à assumer derrière, voilà, ok, je tiens ces propos, puis j'accepte après qu'on me considère comme tel. Ma carte de visite, c'est bonjour, je suis méchant et agressif. On va te traiter en conséquence. Et si tu veux pas que ce soit le cas, alors éventuellement, change ta carte de visite, quoi. Est-ce que, pour finir, vous pourriez nous conseiller un roman en particulier qui vous aurait marqué, ou alors qui pourrait vraiment marquer un lecteur qui souhaiterait se mettre à lire? J'essaie de réfléchir à une alternative parce que je crois que je donne toujours le même. Mais je ne vais pas m'aventurer, là j'ai pas d'alternative qui me vient, donc je vais redire ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, parce que je le pense sincèrement, c'est Le voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. J'ai un rapport très particulier à ce texte, notamment parce que ça a été, moi, à titre personnel, encore à ce jour, des centaines de livres plus tard, mon expérience la plus bouleversante, la plus décisive, et une des raisons vraiment pour lesquelles je me suis inscrit en lettres, parce qu'initialement, j'allais pas m'inscrire en lettres, et j'allais m'inscrire en droit, en fait. Et j'ai lu Le voyage au bout de la nuit, et je me suis dit, non, mais en fait, la littérature, c'est trop bien, il faut que je fasse ça. Donc voilà, Le voyage au bout de la nuit. Voilà, c'est un roman, j'ai encore trouvé dans aucun autre roman une puissance dans le propos telle qu'elle existe dans ce roman-là. C'est-à-dire que c'est un roman compagnon, si vous voulez. Alors d'une part parce que la manière dont il est écrit, donc c'est un roman à la première personne, écrit dans un langage qui se voulait justement oral, populaire, oral familier, et qui donne de ce fait-là le sentiment d'une parole. On a un peu le sentiment, effectivement, dans les entretiens avec le professeur Y, qui est un texte qu'il a écrit par la suite, Céline disait que l'enjeu de son écriture, c'était de donner l'impression au lecteur que quelqu'un lui lit dans la tête, ou lui parle dans la tête. Et c'est effectivement ça l'impression que vous avez. Donc vous avez le sentiment déjà d'être finalement... d'être pris dans une conversation avec Bardamu, le protagoniste du récit, qui est donc également le narrateur, qui vous raconte son histoire. Et donc, le fait que vous ayez cette impression d'une parole incarnée, et non pas d'une parole, effectivement... Voilà, le langage littéraire, parfois, peut avoir quelque chose de très désincarné. Le langage littéraire, quand il est très soutenu, quand il est même un peu guindé, on oublie plus facilement qu'il y a un être humain là derrière. Chez Céline, au contraire, tout est fait pour inscrire le corps vraiment dans l'écriture. Et donc, on a davantage le sentiment, constamment, que c'est bel et bien un être humain qui nous raconte son histoire, son expérience, même si, voilà, c'est un texte inspiré par la vie de Céline, mais c'est quand même une fiction, c'est quand même un roman. Et dans ce texte, vous avez des réflexions, en fait, sur tout ce qui constitue une existence, sur l'amitié, sur l'amour, sur la mort, sur l'espoir, enfin, vraiment sur tout. Et à chaque fois, en fait, c'est vraiment pour moi, ce livre, c'est un recueil de citations. Vous avez des phrases incroyables sur tous ces sujets-là. Et au-delà de ça, vous avez aussi des séquences qui sont devenues des classiques, vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, le roman commence avec l'engagement du personnage dans la guerre de 14. Ensuite, il est envoyé dans une colonie française en Afrique. Et puis ensuite, il s'échappe et il part aux États-Unis. Où il arrive à New York et puis ensuite, il part à Détroit, où il découvre le taylorisme et le travail à la chaîne. Pour la description que Céline fait de New York, du travail à la chaîne, des colonies
et de la guerre, chacune en son genre est devenue un classique. Alors, si vous voulez faire lire un texte classique de la littérature française qui parle de ces sujets-là, il y en a évidemment d'autres, mais ce qu'a fait Céline dans Le Voyage, c'est systématiquement cité parce qu'il a réussi. En fait, il a une esthétique assez grotesque. Donc, il ne cherche pas forcément un réalisme pur. Au contraire, il grossit volontiers les traits, il donne volontiers aussi dans le comique. Et il arrive à ramasser comme ça et à condenser l'essence des événements, l'essence des pratiques en quelques pages, comme, à mon avis, aucun autre a su le faire. Et en fait, vous avez une espèce de... Voilà, encore une fois, comme je le disais au début, la littérature bien faite arrive à montrer sous un jour neuf ce qu'on croyait déjà savoir et à nous apporter justement un savoir nouveau, une façon de comprendre ces choses-là d'une façon neuve. Et Céline, je crois, est quelqu'un, en tout cas dans Le Voyage au bout de la nuit, qui fait ça. Et voilà, et juste stylistiquement, ça a été une révolution, ce que Céline a fait. Alors sa fameuse volonté de rendre au langage écrit l'émotion du langage parlé. Je pense qu'il y est parfaitement parvenu. Et c'est vrai que quand vous avez jamais lu Céline et que vous ouvrez Céline la première fois, c'est un peu le choc. Enfin, il y a vraiment quelque chose de tout nouveau qui se passe. C'est vrai que certaines personnes n'apprécient pas. C'est pas un roman qui plaît non plus à tout le monde. Donc, mais si vous avez la chance d'être de ces personnes qui se trouvent apprécier le roman, vous allez vraiment vivre une aventure avec ce texte. Merci beaucoup, Ralph Muller. Merci à vous. Je rappelle pour nos auditeurs que votre formation Les pouvoirs de la lecture est disponible sur votre site internet. Et j'invite aussi nos auditeurs à s'abonner à Livre Noir et à s'abonner à notre formule sur notre site internet également. C'est important pour nous d'être soutenus. Merci encore. Merci à vous, avec plaisir. Chers amis, je suis très heureux de vous annoncer la sortie du nouveau magazine Livre Noir en kiosque le vendredi 8 décembre et déjà disponible en prévente sur notre site www.livrenoir.fr. Ce second numéro, nous l'avons intitulé « Une terre, deux peuples ». Il nous a conduit à mener des enquêtes dans les cités de Marseille, au cœur du trafic de drogue et des zones de non-droit, dans la prison des Baumettes, où sont enfermés les principaux caïds, à Londres, au cœur des manifestations pro-Palestine, avec ses prières de rue et ses marches au cri d'Allah Akbar, en Israël, près de la bande de Gaza ou en Arménie, tous deux confrontés à une nouvelle guerre de civilisation, également sur les routes de la drogue, d'Anvers et les bouleversements démographiques qui bouleversent l'Europe et la France, de Cologne à Roubaix, en passant par la Cité de la Monnaie, à Morand-sur-Isère. Avec une question sur toutes nos lèvres que nous avons posée aux nombreux membres du renseignement, de la sécurité intérieure ou des forces de police que nous avons rencontrés en off pour cette enquête inédite. L'affrontement de ces deux peuples est-il possible? Quelles étapes demain en cas de nouvelles émeutes? Sommes-nous prêts? Quel est le plan en cas d'émeutes aggravées? Que se passera-t-il enfin en 2024 avec le défi sécuritaire des Jeux Olympiques? Et ce que nous avons découvert est glaçant et inquiétant. Depuis les émeutes de juin dernier, la France a basculé dans une nouvelle phase de violence. Avec les pillages, la haine anti-police, la France a découvert que le mal ne rongeait plus uniquement les banlieues du 93 ou de Marseille, mais touchait désormais de nombreuses petites villes, réparties sur l'ensemble du territoire. Les cités ne sont plus en vase clos, elles s'exportent désormais dans les villages environnants, dans une perspective de conquête de territoire, comme nous l'avons malheureusement vu cette semaine. Fruit de 40 années d'immigration massive, notre société a produit de jeunes racailles issus de l'immigration de 16, 17, 18 ans de nationalité française, qui faisaient de la haine anti-France un moteur. Cette haine, cette deuxième société, a causé de nombreux morts, dont celle plus récente de Thomas, frappé dans le petit village de Crépol par une bande de jeunes de cité comme on dit. Aujourd'hui, sur une terre, il y a désormais deux peuples. Alors qu'ils n'ont pour certains connu que la terre de France, ils refusent d'avoir les mêmes martyrs. Alors qu'ils enterrent leurs morts sur le même sol que nous, ils veulent leur propre cimetière. Il y a un peuple qui pleure sa petite sœur assassinée, ses bébés attaqués au couteau, sa fille traînée sous une voiture, ses professeurs égorgés. Il y en a un autre qui pleure son petit ange, ces jeunes des quartiers, ces victimes du racisme. Qui parmi nous eut une larme pour Ziad Ebouna? Qui parmi eux en eut une pour Lola? Alors pour nous soutenir et recevoir votre magazine chez vous, la veille de sa parution en kiosque, je vous invite d'ores et déjà à commander ce numéro exceptionnel en ligne sur notre site www.livrenoir.fr. Merci à tous de votre soutien. On espère
que ce numéro vous plaira. À très bientôt.